Les diarrhées aiguës du nourrisson. Il s'agit d'une infection fréquente qui est le plus souvent en rapport avec une infection virale à rotavirus. Il s'agit aussi d'une infection grave puisqu'elle constitue la première cause de mortalité infantile. La diarrhée aiguë est définie par une émission trop fréquente de selles trop liquides, supérieure à 3 selles par jour. Donc, dans cette définition, on voit qu'il y en a une augmentation du contenu fécal en eau, trop liquide, une augmentation de consistance des selles, une augmentation de la fréquence des selles, donc plus que 3 selles par jour. Ces diarrhées aiguës correspondent à des anomalies de transport d'eau et d'électrolytes au niveau de la muqueuse intestinale. Il s'agit donc d'une rupture du cycle entérosystémique de l'eau. Et là, on va décrire 3 mécanismes: diarrhée entéro-invasive, diarrhée toxinique et diarrhée sécrétoire ou osmotique. On va commencer par la description du premier mécanisme qui correspond à l'infection virale, donc l'étiologie la plus fréquente des diarrhées aiguës. Ces virus envahissent les cellules de la muqueuse intestinale. Donc, on aura une desquamation. Et suite à cette desquamation, on aura une atrophie vélositaire en plaques. Ceci donnera une diminution de la surface d'absorption. Et au fur et à mesure, il y aura un renouvellement rapide de cellules immatures. Et ceci demandera 15 jours. Le renouvellement des cellules pour avoir la normalisation de nouveau d'une villosité avec une bonne surface d'absorption demandera 15 jours. Durant cette période où on aura cette atrophie vélositaire en plaques, bien sûr, on aura une malabsorption et on aura un déficit enzymatique, donc une anomalie de transport de glucose et de sel. Il s'agit donc d'une diarrhée aiguë par diarrhée osmotique. Donc là, on vient de décrire le premier mécanisme des diarrhées, la diarrhée osmotique, avec donc comme exemple cette infection virale. Passons au deuxième mécanisme, les germes entéro-invasifs. Là, le germe adhère puis pénètre dans l'entérocyte et il donnera une description des entérocytes. Donc voilà, on voit bien là par microscope électronique le germe qui va pénétrer dans la cellule pour la détruire. Bien sûr, on aura après un problème de malabsorption et on aura une diarrhée avec du sang. Entéro-invasive. Quels sont les germes entéro-invasifs? Salmonelle, Shigella, Escherichia coli, Yersinia, Campylobacter jejuni et Amibiase. Passons au troisième mécanisme, diarrhée toxinique. Là, le germe, il adhère à la muqueuse. Il ne pénètre pas dans la cellule, il va juste adhérer à la muqueuse, mais il va produire une entérotoxine. Cette entérotoxine va pénétrer à l'intérieur de la cellule et elle va provoquer une hypersécrétion hydroélectrolytique. Comme exemple de germes, le Vibrio cholérique, l'Escherichia coli entérotoxinogène et le Clostridium difficile. Donc voilà par rapport aux 3 mécanismes des diarrhées aiguës. Ces diarrhées aiguës qui sont secondaires à de multiples étiologies. D'abord les infections digestives, puis les infections extra-digestives, et puis les diarrhées non infectieuses. Donc pour nous orienter cliniquement, on peut dire diarrhée plus fièvre, donc là ce sera une infection digestive ou extra-digestive, ou une diarrhée avec apyrexie, là on pensera aux diarrhées non infectieuses. Commençons par les infections digestives. Là bien sûr, comme on l'a dit dès le début, ce sont les infections virales qui correspondent à 80% des étiologies. Le rotavirus est le virus le plus incriminé. Il survient par des épidémies hivernales. L'incubation elle est de 1 à 3 jours et il donne une diarrhée aqueuse et fébrile. Il y a d'autres virus comme l'adénovirus, l'astrovirus et bien d'autres. Concernant l'infection bactérienne, l'Escherichia coli, la salmonelle, la Shigella, les Campylobacter jejuni, la Yersinia enterolotica. Là, il s'agit de bactéries, les Vibrio cholériques, qui vont donner
une infection virale. Le Clostridium difficile aussi, essentiellement post-antibiotique. Il peut s'agir aussi d'infections digestives par des parasites et des champignons comme l'Entamoeba histolytica et la giardiase. Les Coptosporidies aussi peuvent être donc incriminés dans les diarrhées aiguës, particulièrement chez les patients atteints de déficit immunitaire. Le Candida albicans aussi, donc chez les immunodéprimés comme on vient de le dire, mais aussi chez les enfants qui ont aussi une antibiothérapie par voie orale assez prolongée et chez le nouveau-né. Passons maintenant aux infections extra-digestives. On parle de diarrhée parentérale. Il peut s'agir d'infections ORL, angine, otite, d'infections urinaires, de pneumonie ou de méningite. Voilà pour les diarrhées avec fièvre. Maintenant, les diarrhées sans fièvre et les diarrhées non infectieuses. On parle de nourrissons, donc il peut s'agir d'erreurs diététiques si la maman a effectué une diversification alimentaire très précoce et rapide. Donc, si elle lui a introduit des aliments à un âge de moins de 4 mois, bien sûr, la muqueuse digestive elle est immature pour recevoir ces aliments et il y aura une diarrhée aiguë. C'est une erreur diététique. Il peut s'agir aussi d'une surconsommation de sucre, donc hyperosmolarité, d'une erreur de la reconstitution des biberons. Là, si une cuillère de lait nécessite 30 ml d'eau, si la maman donc fait une erreur diététique et met 2 cuillères de lait avec 30 ml d'eau, là bien sûr on aura du lait qui est hyper concentré, ça fait générer une diarrhée aiguë. Ou la suralimentation. Parmi les diarrhées non infectieuses aussi, bien sûr, ce sont les allergies alimentaires. Chez le nourrisson, on parlera essentiellement d'une allergie aux protéines de vache, ou il peut s'agir d'autres allergies alimentaires qui seront définies par la survenue d'une diarrhée aiguë, plus ou moins manifestation cutanée lors de l'introduction d'un nouvel aliment auquel l'enfant est allergique. Et bien sûr, les diarrhées associées aux antibiotiques, en particulier l'amoxicilline acide clavulanique, puisqu'il va générer une perturbation de la flore intestinale et donc on aura une diarrhée aiguë. Donc voilà pour les mécanismes et les étiologies. Et là, si on va se trouver devant un nourrisson qui consulte pour diarrhée aiguë, bien sûr, il faut une anamnèse bien détaillée. Il faudra avoir une idée sur ses antécédents médicaux. Le régime alimentaire, s'il est seulement sous lait ou si la diversification elle a débuté, quels aliments il a pris, quelles étaient ses réactions après donc l'ingestion de ces aliments, la date de début de cette diarrhée aiguë, le nombre des selles, l'abondance, l'aspect des selles, est-ce qu'il y a des sangs et des glaires, est-ce que ces selles sont associées à des vomissements, si c'est le cas, quel est le nombre des vomissements, l'abondance et l'aspect, est-ce qu'il s'agit de vomissements alimentaires ou bilieux? Est-ce que la maman donc peut nous donner le poids antérieur pour pouvoir le comparer avec le poids actuel? Dans les autres symptômes donc associés à part les vomissements, on va vérifier si l'enfant il est fébrile ou pas, s'il a fait ou pas des convulsions. Et bien sûr, la présence d'autres cas de diarrhée dans la famille des moments donc concomitantes. Après donc cette anamnèse qui nous mettra certainement dans un cheminement donc de pensée, l'examen physique permettra de chercher des signes de la déshydratation et aussi de chercher une éventuelle diarrhée parentérale. Donc concernant ces signes de la déshydratation, bien sûr, on va vérifier la conscience de l'enfant, sa fréquence cardiaque, tension artérielle, fréquence respiratoire, coloration et chaleur des extrémités, le poids actuel, l'aspect des yeux, signes ou non ampli cutané et la muqueuse jugale si elle est bien humide ou sèche. Et bien sûr, on va bien ausculter, on va examiner la gorge, les oreilles pour vérifier en cas de fièvre associée à cette diarrhée aiguë si on a un foyer infectieux extradigestif s'il s'agit d'une diarrhée parentérale.
Cette diarrhée aiguë, bien sûr, elle peut être grave, comme on l'a dit dès l'introduction, et d'ailleurs, elle peut être responsable de mortalité. C'est la première cause de mortalité mondiale, selon l'OMS. Elle est grave parce que elle peut être secondaire à une diarrhée entéro-invasive ou un syndrome hémolytique et urémique. Elle peut être grave parce elle peut évoluer vers la déshydratation ou vers certaines complications dans le cadre de la déshydratation ou donc si elle va générer une dénutrition. Donc cette gravité vraiment doit alerter tout médecin. Faut jamais banaliser une diarrhée aiguë. Il faudra donc faire un interrogatoire minutieux et un examen clinique complet, vérifier absolument si on a ou pas des signes de déshydratation et débuter un traitement convenable qui s'appuie essentiellement sur la réhydratation orale et la réalimentation et le traitement médicamenteux. On insistera sur la réhydratation orale qui se fait par des solutés de réhydratation, SRO, parce que ces solutés de réhydratation permettront la compensation des pertes hydroélectrolytiques fécales. Donc, cette compensation des pertes hydroélectrolytiques permettra de prévenir la déshydratation, de prévenir les complications de déshydratation, de mettre des limites à cette diarrhée aiguë qui peut être grave. Donc là, c'est le SRO qui est donné par l'OMS, l'oralite. Il s'appelle l'oralite. Donc un sachet sera dilué dans 1 litre d'eau. Ce litre d'eau peut être mis au réfrigérateur et pourra être gardé pendant 24 heures. Puis, s'il en reste, il faudra le jeter et préparer un autre litre d'oralite. Cet oralite, il est composé de glucose et de NaCl essentiellement. Il y a aussi d'autres constituants comme le citrate tristodique déshydraté et le fluorure de potassium. On insiste sur le glucose et le NaCl. Pourquoi? Puisque ce sont ces deux constituants qui vont permettre la réhydratation. Puisque à travers un canal donc intestinal, il y aura le passage du glucose et du NaCl. Et puis l'eau passera secondairement donc pour accompagner ces glucoses et ce NaCl. Donc c'est grâce à l'association de ces deux constituants glucose et NaCl qu'on pourra faire la réhydratation, qu'on pourra faire la compensation hydroélectrolytique et donc qu'on pourra prévenir une éventuelle déshydratation. Donc cette composition de l'oralite OMS 2002, donc la voilà. Donc comme on a dit, glucides, sodium. Et par rapport à cette nécessité de la présence de ce sodium, de ce glucide, d'une osmolarité qui est équivalente à l'osmolarité sanguine. Là, on insiste parce que on veut mettre on veut très bien donc mettre l'accent sur des conduites erronées qui peuvent être faites dans certaines urgences qui sont de donner du Coca-Cola battu. Puisque le Coca-Cola, il est bien apprécié par les enfants, ils vont réhydrater par du Coca-Cola, mais là, on voit bien que l'osmolarité, elle est énorme. Donc, cette hyperosmolarité va générer elle-même une diarrhée osmotique. Donc, elle va aggraver la diarrhée aiguë. Et en plus, on voit qu'il y a trop de sucre et peu de sel. Donc, il n'y a pas de sodium. Du coup, il n'y aura pas une réhydratation, il n'y aura pas un passage donc à travers le canal glucide NaCl et il n'y aura pas un passage d'eau, il n'y aura pas de réhydratation. Donc, du coup, ne pas donner du Coca-Cola battu, vraiment donner le soluté de réhydratation, le SRO. Ce SRO, d'ailleurs, il peut être préparé d'une manière artisanale, comme ceci a été bien décrit dans le carnet de santé tunisien. Là, c'est une photo qui a été prise dans le carnet de santé tunisien qui explique bien en arabe que lorsque l'enfant il a une diarrhée aiguë et pour prévenir la gravité de la déshydratation, faudra donner à l'enfant qui a la diarrhée aiguë ce sachet qu'on va donc mettre dans 1 litre d'eau petit à petit, ou si on n'a pas ce sachet-là, on va le préparer. Comment on va le préparer? Donc dans 1 litre d'eau, on mettra 2 cuillerées
à sucre, 2 grandes cuillerées à sucre, donc qui sont bien rasées, et une demi-cuillerée de sel. Donc 2 grandes cuillères de sucre et une demi-petite cuillère de sel. On va mettre ceci dans le litre d'eau, bien mélangé, et ceci pourra être gardé pendant 24 heures. À part ces SRO ou cette préparation, il y a d'autres SRO qui existent donc dans les officines et dans la plupart, ce sont des sachets à diluer dans 200 ml d'eau. Comment donner ce SRO? Initialement, on va le donner toutes les 1 à 2 minutes, une petite quantité, une cuillère à café. Donc, c'est équivalent à 5 ml. Donc, on va donner 5 ml toutes les 1 à 2 minutes. On va reprendre, donc 2 minutes après pour donner une cuillère à café. Encore, au bout de 2 minutes, on va donner une cuillère à café. Et puis, si tout se passe bien, l'enfant n'a pas vomi, a bien accepté, à ce moment-là, on va pouvoir donner 30 ml toutes les 15 minutes. Et ainsi de suite. Donc, pendant la première heure, on va continuer à donner 30 ml toutes les 15 minutes. Et secondairement, les quantités seront plus importantes et on pourra proposer ce SRO à volonté à l'enfant. Et point très important, c'est qu'après chaque sel, on va donner 10 cc kg de SRO. 10 cc kg, par exemple, chez l'enfant, si le nourrisson pèse 8 kg, ça sera 10 cc x 8, donc 80 cc. Donc, on donnera, après chaque sel liquide, 80 cc chez ce nourrisson qui pèse 8 kg. C'est 80 cc de SRO, après chaque sel liquide, donc seront très importants pour compenser les pertes hydroélectrolytiques qu'il y a dans cette selle. Donc vraiment là, on voit bien le meilleur moyen de prévention de passage à la déshydratation, c'est ce SRO. Voilà donc par rapport à cette ingestion progressive des SRO, même s'il y a des vomissements, puisque cette manière progressive pourra arrêter complètement les vomissements et réhydrater l'enfant. Maintenant, en cas de déshydratation modérée, on va donner toutes les 15 minutes 30 ml, ceci pendant les 4 premières heures. Donc, pendant les 4 premières heures, on va donner l'équivalent de 30 ml toutes les 15 minutes pour avoir un total de 100 ml par kilo de SRO pendant ces 4 premières heures. Puis, bien sûr, on va donc le proposer à l'enfant à volonté et chaque fois après chaque sel liquide. Et donc, pendant les premières 24 heures de réhydratation, on va lui donner l'équivalent de 200 ml kilo de SRO. Donc, la particularité chez un nourrisson qui a une déshydratation modérée, c'est qu'on va lui donner ce SRO pendant la première phase de réhydratation de 4 heures. On va lui donner l'équivalent de 100 ml kilo. Et puis, après ces 4 heures, bien sûr, il y aura la réalimentation et en plus, on va continuer à lui proposer le SRO à volonté pour avoir une quantité totale pendant les premières 24 heures de 200 ml kilo. Mais en cas de vomissement incoercible, de diarrhée profuse, de perte de poids ou d'aggravation de la déshydratation, bien sûr, il faudra hospitaliser l'enfant et faire les mesures nécessaires correspondant à chaque situation. Passons maintenant à la réalimentation. Au fait, cette réalimentation doit être reprise au bout de 4 heures, 4 à 6 heures. Le mieux, c'est 4 heures après le début de la réhydratation orale. Là, il faudra reprendre le lait habituel. Ceci permettra d'éviter la dégradation de l'état nutritionnel et de faciliter la réparation des entérocytes. Il ne faut pas interrompre l'allaitement maternel durant même les premières 4 heures. Donc, même avec la phase de la réhydratation par des SRO, il faudra continuer l'allaitement maternel. On n'arrête jamais l'allaitement maternel. On peut alterner SRO et TT. Reprenons le schéma qu'on a vu au tout début. Et si vous vous rappelez bien, on a vraiment insisté sur la normalisation de la vélocité qui nécessitera 15 jours. Pourquoi ceci, au fait? Parce que avant, durant les premiers 15 jours, on aura une muqueuse atrophique et on aura une diminution de l'absorption. On aura aussi des lactases qui sont immatures.
D'accord? Donc, pendant cette période de 15 jours, si on a le tableau d'intolérance secondaire au lactose, faudra donner à l'enfant un lait sans lactose. Puisqu'il faudra attendre à 15 jours pour avoir de nouveau une vélocité normale avec une lactase mature. Donc, qu'est-ce qui va donc nous mettre dans le chemin de cette complication qui est l'intolérance secondaire au lactose qui est temporaire? Au fait, c'est la réapparition d'une diarrhée profuse dans les heures qui suivent la réintroduction du lait habituel. Donc, lorsqu'on aura un nourrisson qui a la diarrhée, on va faire la phase de l'alimentation, on va bien sûr donner donc son lait habituel, mais là la maman nous explique que, au fait docteur, si je vais lui donner par exemple une compote de banane ou un peu de riz, tout se passe bien, mais si je lui redonne son lait habituel, là il a une diarrhée profuse. Là vraiment on est sur la voie de l'intolérance secondaire au lactose, c'est que il y a une lactase immature dans son organisme et il faudra absolument indiquer les laits sans lactose pendant 15 jours. L'autre indication du lait sans lactose, c'est la diarrhée persistante, supérieure à 5 à 7 jours, parce que là, on sait bien qu'on aura une atrophie et une lactase immature, ou suite à une déshydratation grave. Maintenant, chez les nourrissons de moins de 3 mois, là, pour toute diarrhée aiguë, il faudra utiliser une hydrolysate de protéines, et ceci pendant une durée de 2 semaines, voire 3 à 4 semaines, pour prévenir la survenue d'une allergie protéine de lait de vache. Passons maintenant à la troisième phase du traitement de la diarrhée aiguë, qui est le traitement médicamenteux. Le traitement antidiarrhéique ne peut être que complémentaire de la réhydratation orale. On n'insistera jamais sur l'intérêt du SRO. Il peut s'agir des smectites qui améliorent l'effet microprotecteur et ça a un effet absorbant des virus, des bactéries, des entérotoxines. On peut les donner chez tout enfant de plus que 2 ans. Il peut s'agir aussi de probiotiques comme le lactobacillus ou le Saccharomyces boulardii qui vont diminuer la durée de la diarrhée. On aura essentiellement la main facile pour les donner en post-antibiotique. Comme antidiarrhéique aussi, qui a aussi prouvé comme la smectite et l'ultralevure. Donc son efficacité grâce à des études, il y a l'antisécrétoire, le racecadotril, Turfan ou son générique Turtec. Là, il est efficace sur le début des selles et la durée de la diarrhée et il est indiqué dans toutes les diarrhées aiguës infectieuses à composante sécrétoire. Donc voilà pour les traitements antidiarrhéiques qui sont complémentaires du SRO. Concernant l'antibiothérapie, elle n'est indiquée que dans certaines diarrhées bactériennes invasives. Le risque, c'est de favoriser le portage chronique des germes. Bon, concernant la salmonelle, l'antibiothérapie est indiquée chez les nourrissons de moins de 3 mois en cas de diarrhée profuse très fébrile, en cas de déficit immunitaire ou chez un patient atteint de drépanocytose. Et ceci pourra diminuer la durée de la diarrhée. On indiquera la ceftriaxone à la dose de 50 mg kg pendant 3 jours. Par contre, concernant la shigelle, là l'antibiothérapie elle est systématique, elle va diminuer le portage, la contagion, la durée de la maladie et diminuer les complications. Pour les formes peu sévères, on va prescrire l'azithromycine à la dose de 20 mg kg en une prise pendant 3 jours. Et pour les formes sévères ou en cas d'intolérance digestive, on va prescrire la ceftriaxone à la dose de 50 mg kg en une injection pendant 3 jours. Et pour récapituler, donc comme ça a été publié dans le JPGN, le premier traitement c'est la réhydratation par DSRO. La réalimentation doit être précoce au bout de 4 heures après la phase de la réhydratation. Et là, on va donner le lait habituel. Essentiellement, on va donner du lait sans lactose virginaire dans quelques indications qu'on a vues ensemble. Et les médicaments, ce sera des médicaments en appoint comme les antidiarrhéiques. Et bien sûr, cette diarrhée aiguë, puisqu'il s'agit d'une maladie fréquente qui était grave, elle a vraiment été bien développée par donc sa prise en charge a été bien développée par l'OMS et il y a ce qu'on appelle la prise en charge intégrée de la mère et de l'enfant, PSIM. Donc là, c'est un programme qui est donc guidé par l'OMS.
Et donc on va donc donner ces prospectus donc aux médecins et aux mamans qui expliquent que voilà, si l'enfant il a la diarrhée, bien sûr, il y a quelques questions à poser. Depuis combien de temps? Y a-t-il du sang dans les selles? Donc là, voyons, on voit bien que là, ce programme PSIM permet de guider le personnel médical, paramédical, de guider les mamans, de faire une éducation thérapeutique par rapport à les signes, donc par rapport aux signes qui peuvent accompagner les diarrhées, par rapport aux signes de gravité pour alerter l'enfant. Ce programme PSIM explique aussi qu'en cas de diarrhée, donc sans déshydratation, là on va donner des liquides, des aliments, on va expliquer à la mère quand revenir immédiatement et il est indiqué de revoir dans les 5 jours s'il n'y a pas d'amélioration. Donc là, on explique bien à la maman que la diarrhée aiguë, c'est viral. Dans la plupart du temps, ça prend du temps pour se normaliser, que les selles vont se ramollir petit à petit. Pour ceci, il faudra attendre 4 à 5 jours. Mais si au bout de 5 jours, il n'y a pas d'amélioration, là, il faudra revenir pour consulter. En cas de diarrhée persistante, qu'est-ce qui nous dit le programme PSIM? Donc là, en cas de diarrhée, donc des déshydratations présentes, dans le cadre de cette diarrhée persistante et sévère, il faudra traiter cette déshydratation, il faudra transférer à l'hôpital. Mais par contre, en cas de diarrhée persistante sans déshydratation, il faudra expliquer à la maman comment nourrir un enfant qui a une diarrhée persistante et revoir dans les 5 jours. Ceci, bien sûr, pour éviter une dénutrition. Troisième point, en cas de diarrhée avec du sang dans les selles, donc là, c'est la dysentérie. Il faudra traiter pendant 5 jours avec une antibiothérapie par voie orale qui est recommandée pour la shigelle systématiquement, pour les salmonelles dans les indications qu'on vient de voir ensemble. Et il faudra revoir l'enfant dans 2 jours pour vérifier si l'antibiothérapie a donné effet, si l'enfant il est apéritique ou il est encore fébrile. Donc voilà, maintenant en conclusion, il ne me restera plus que d'insister sur l'importance de l'anamnèse, de l'examen clinique complet pour pouvoir se mettre dans le chemin de diagnostic étiologique. Il s'agit de diarrhée donc infectieuse, infection virale, digestive, infection extra-digestive ou non infectieuse du tout. L'intérêt du SRO, on insiste, on le redit, c'est pour éviter la déshydratation. L'alimentation précoce est très importante pour éviter la dénutrition et l'importance de poursuivre l'allaitement maternel. Et tout ceci donc pourra nous amener à la diminution de la mortalité infantile. Merci pour votre écoute.